Bonjour à tous. Une personnalité de la République de renommée internationale vient de rendre l'âme à l'âge de 79 ans. Le bâtonnier Bernard Mona a été admis en soins à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2011, ancien président de l'Alliance des forces progressistes. Il a été procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, une figure de l'opposition, figure politique qui vient de s'éteindre. Il ne vivra pas ce nouveau chapitre de la vie sociopolitique qui s'ouvre au Cameroun après le grand dialogue national et la libération de certains prisonniers, parmi lesquels le professeur Maurice Kamto, qui vient de passer sa première nuit en liberté après 8 mois de détention. Le président national du MRC, principal adversaire politique du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle, fait partie des responsables et militants du MRC ayant bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires dans le cadre de la contestation des résultats de la récente élection présidentielle. Selon un communiqué officiel, cette décision du chef de l'État traduit sa volonté de promouvoir un climat de paix, de fraternité et de concorde entre les fils et les filles du Cameroun. La presse panafricaine révèle que le pouvoir de Yaoundé a lâché du lest après avoir engagé d'intenses négociations et l'on note qu'au cœur du compromis, il y avait l'abandon du hold-up électoral et la libération de certains prisonniers politiques, ce que conteste le collectif des avocats de Maurice Kamto. Et une fois sorti de prison, le président national du MRC rassure ses militants qu'il ne les a jamais trahis et il a fixé le cap de la lutte politique, à savoir la lutte pour le respect des droits fondamentaux, des libertés des citoyens. Il a également annoncé la mise en place d'un système électoral fiable pour le choix des dirigeants au Cameroun. Ce chantier a été inscrit dans le mémorandum du MRC transmis au Premier ministre coordonnateur du Grand Dialogue National. Durant ces assises, le sultan Ibrahim Bombondjoya, roi des Bamoun, membre du bureau politique du RDPC, a posé un problème de fond. Au-delà de la question anglophone, il y a, selon lui, l'alternance au sommet de l'État qui doit être garantie à travers une révision de la Constitution, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, une présidentielle à 2 tours et une décentralisation plus poussée et une mise en œuvre dans un délai de 6 mois. Les débats les plus houleux ont résonné dans cette fameuse commission décentralisation au Palais des Congrès de Yaoundé entre les tenants du fédéralisme et les défenseurs de l'État unitaire décentralisé. La recommandation d'un statut spécial attribué aux régions anglophones est-elle le gage d'une sortie de crise? Au-delà de la libération de 333 détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, quel bilan peut-on faire de ce grand dialogue national? Quelles sont les implications politiques des recommandations qui ont été formulées et adressées au chef de l'État, avec le retour sur la scène politique du professeur Maurice Kamto, son principal adversaire politique? Comment le jeu politique va-t-il contribuer au développement socio-économique du Cameroun? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constitue l'ossature de droit de réponse, émission réalisée et diffusée en direct de Yaoundé, et le choc des idées qui constitue l'épine dorsale de cette émission, et d'illustres universitaires, avocats de renommée internationale, éditorialistes, font partie du panel pour cette émission de droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé. Et je suis sur ce plateau avec Maître Claude Assira. Bonjour. Bonjour Monsieur Cédric Noufélé. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, pénaliste. Vous faites partie du collectif de la défense du professeur Maurice Kamto et d'autres co-détenus dans le cadre des marches dites blanches et qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires. Nous en parlerons dans cette émission. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. Également présent sur ce plateau, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé. Vous êtes éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Tout à fait, je salue les copanélistes et je salue les téléspectateurs fidèles de cette émission en ce jour mémorable. Également présent sur ce plateau, le professeur Aboya Manassé. Bonjour. Bonjour Cédric. Et bien entendu, c'est un réel plaisir de te retrouver après Douala. Te voici à Yaoundé et me voici à tes côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Vous êtes
conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Enseignement supérieur et vous êtes l'un des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Également présent sur le plateau de droit de réponse, Maître Emmanuel Sim, bonjour. Bonjour Monsieur Nofélé et bonjour à ceux qui regardent cette émission ce dimanche. Vous êtes l'un des vice-présidents du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Messieurs, j'aimerais d'abord votre réaction, Maître Claude Assira, sur ce décès du bâtonnier Bernard Mouna ce dimanche, après une semaine de maladie hospitalisée ici à Yaoundé. Que retenez-vous de l'homme, du parcours du bâtonnier Bernard Mouna? Je vous remercie beaucoup de votre question et j'apprécie beaucoup que votre chaîne et vous-même, vous preniez la peine de vous appesantir sur cette actualité, cette information qui est pour nous une très très grande douleur. C'est il y a une demi-heure seulement que nous avons appris l'information. Maître Mouna, c'est beaucoup de choses pour nous. C'est d'abord un confrère aîné. Je pense que tous ceux qui font ce métier ont eu le privilège de s'identifier aux différents combats. C'est un ancien bâtonnier. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 semaines de cela, nous étions encore au devant de la scène à protester d'un certain nombre de choses, et Maître Bernard Mouna, le bâtonnier Bernard Mouna, sous son bâtonnat, a été également l'un des éléments qui a cristallisé, l'un de ceux qui ont cristallisé l'honneur et la dignité de l'avocat. Et puis à côté de ça, c'était un homme, c'était mon voisin. Vous avez décrit tout à l'heure beaucoup mieux que j'aurais pu le faire, son parcours. Il a connu traverser les deux côtés de la justice, à la fois en poursuite et également en défense. Ça faisait de lui un homme extrêmement riche, d'une âme, d'un esprit. Voilà, moi je suis très heureux de l'honneur qu'il m'a fait à titre personnel de le côtoyer et des différents conseils qu'il a pu me donner à la fois comme individu mais aussi comme avocat. Je pense aujourd'hui très très fort à sa famille, son frère qui était également un proche, un ami, à l'ensemble de ses collaborateurs, à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Maître Sim, je pense ici en face, nous avons traversé un petit moment dans le cadre de la lutte, de l'un des multiples combats auxquels malheureusement ce pouvoir nous a habitués pour la défense de ce qu'on appelle la crise anglophone à ses côtés. Je garderai ça comme souvenir, comme héritage, et vraiment je le remercie infiniment pour cela. Après vous, Maître Claude Assira, Maître Emmanuel Sim, le bâtonnier Bernard Mouna, qui s'en est allé à l'âge de 79 ans, figure politique au Cameroun, également très engagé sur les questions des droits de l'homme. Que retenez-vous de l'illustre personnage? Je dois dire qu'il y a des coïncidences qui sont un peu troublantes. Voyez-vous, Maître Bernard Mouna est mort ce matin, au lendemain de la mise en liberté des personnes qui étaient poursuivies devant un tribunal militaire. Et on se souvient très bien de son combat épique lorsque le bâtonnier Yondo Black Mandingue avait été arrêté, toujours dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la recherche de la démocratie. Maître Bernard Mouna avait été celui qui avait mené la défense de Yondo Black Mandingue devant le même tribunal militaire en 90. 30 ans plus tard, je dois avouer que personne n'aurait imaginé qu'on devrait se retrouver devant un tribunal militaire avec des personnes politiques arrêtées. Je pensais sérieusement que le combat de Maître Bernard Mouna devait être, pour nous les jeunes générations, le dernier combat dans ce sens. Malheureusement, aujourd'hui encore, on a pu avoir des politiciens devant les juges militaires. Donc cette coïncidence, pour moi, elle me parle. Voyez-vous, je pense que Bernard Mouna tourne le rideau au moment où des décisions sont prises, au moment où, plus que personne n'attendait qu'il meure en ce moment. On n'a pas été au courant de sa maladie, en tout cas pas nous. Et c'est avec beaucoup de peine que ce matin, Maître Assira vous l'a dit, on a un forum commun, on a pris sa mort ce matin. C'est une douleur. Il nous a souvent reçus dans sa maison. C'est un homme d'une grande ouverture. Et je pense que dans mon salon, je mettrai cette belle photo de Maître Yondo Black, de Maître Mouna, de Maître Assira et moi-même, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps la fondation, et qui symbolise vraiment pour nous le passage de la génération de Mouna Yondo Black à celle de Sim et d'Assira aujourd'hui. Je peux raconter une petite anecdote. Je vous en prie, allez-y. Dans 3 semaines, je suis avec une de mes consoeurs
Dorcas Comé, il y avait également Maître Yolande Ngominyogo. oui, à qui je pense. Mais ce jour-là, je suis avec Maître Comé. Nous rentrons à la prison principale pour aller rendre visite à nos camarades qui sont emprisonnés. Et lui, il est en train d'en sortir. On le trouve juste au portail. Et il s'arrête, il nous parle, il nous dit voilà, il faut que vous veniez me voir. Vous savez, moi je suis partant. J'ai besoin d'échanger avec vous, de parler avec vous. Et on s'est séparés là-dessus en se disant voilà, tu es le grand frère, organise-nous ça et nous viendrons te voir. Comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Malheureusement, on n'a jamais eu cette occasion. Edmond Kamkia, vous êtes éditorialiste à la Nouvelle Expression, journaliste depuis une trentaine d'années. Vous avez suivi les combats portés par Bernard Mouna, figure de l'opposition, figure politique, acteur de la société civile, bâtonnier. Que retenez-vous de son parcours professionnel et politique? Effectivement, on peut résumer le parcours professionnel, le parcours politique de Bernard Mouna, l'ancien bâtonnier, en 2 temps. Le premier temps, c'est l'avocat, le bâtonnier qu'il a été. Le deuxième temps, c'est l'homme politique qu'il a été. Dans le premier cas, le bâtonnier que j'ai connu dans les années de Braise, dans les années 90, c'est cet homme qui a mobilisé plus de 300 avocats devant le tribunal militaire dans l'affaire Yondo Black. Et c'est une affaire qui a été au cœur de toutes les manifestations, de tous les engagements de la société civile et des partis politiques pour le retour au multipartisme. Parce que dans l'affaire Yondo Black, il s'agissait justement pour lui, qui avait mobilisé autant d'avocats, de défendre une cause juste, qui était de faire en sorte que le tribunal militaire et l'opinion publique nationale et internationale reconnaissent que dans la constitution du Cameroun, la constitution de 72, l'article 3, disait clairement que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, qu'il était possible de créer un parti politique autre que le parti unique de fait qui existait à cette époque. Il avait été arrêté pour diverses raisons, notamment la subversion. On lui reprochait d'avoir réuni un certain nombre de personnalités dans le but, n'est-ce pas, de créer un parti politique, et c'était très difficile parce qu'à l'époque il y avait la loi de 62 sur la subversion qui faisait en sorte que tout regroupement entre des personnes, des citoyens, dans le but de soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la sécurité nationale, soit dans le but de faire en sorte qu'il y ait le multipartisme dans la réalité, parce qu'il faut le rappeler, à l'époque l'UPC, qui a continué à exister, n'était pas véritablement présente au Cameroun. L'UPC fonctionnait dans la clandestinité depuis l'époque où elle avait été interdite en 55, fonctionnait dans la clandestinité. Et on a constaté donc qu'il s'était entouré, Maître Yondo Black, Maître le bâtonnier Mouna, d'un conseil de l'ordre fort qu'on est en train de revoir aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que le bâtonnier, il ne travaillait pas seul, il avait un conseil de l'ordre constitué de personnalités fortes qui l'ont accompagné avec l'ensemble des avocats pour défendre Maître Yondo Black. Et ça a été un moment décisif dans l'histoire de ce pays. Et la coïncidence que fait Maître Sim m'amène à penser qu'effectivement, dans l'histoire des hommes, il y a des événements, il y a des faits. Et quand je parle d'un moment mémorable, je pense également à la disparition de ce grand homme, du bâtonnier qu'il a été. Parce que c'est comme l'aboutissement d'un processus. Il y a quelques heures seulement, il y a un de ses collègues, avocat, qui est homme politique du MRC, qui a été libéré dans des conditions que tout le monde sait. Je dis l'aboutissement d'un processus parce qu'il était de ceux qui estimaient qu'on ne doit pas arrêter des gens, qu'on ne doit pas juger les gens devant les tribunaux militaires. Et quand on les libère ici, et ils décèdent après, c'est comme si Dieu avait entendu, en quelque sorte, sa prière, pour le dire ainsi de manière assez, j'allais dire, pas voilée, mais de manière anecdotique. L'autre visage qui est fort et prépondérant du bâtonnier Mouna, c'est l'homme politique qu'il a été. Non seulement il a été au barreau, mais il a été parmi les founding fathers du Social Democratic Front, le SDF, dont il a été au cœur et dans l'engagement. C'est-à-dire ils font partie des premiers là qui ont déclenché la marche du 26 mai 90, qui marque la naissance du Social Democratic Front dans le sang des martyrs. Il y a été pendant des années, il a laissé des traces, et puis plus tard, pour diverses raisons, il en est sorti pour créer sa formation politique. Il a été également
candidat à l'élection présidentielle à un certain moment donné dans la vie politique nationale. Mais malheureusement, sa candidature n'a pas prospéré. Mais il n'a pas abandonné. Il a formé d'autres personnes qui continuent au sein de l'AFP à maintenir le cap dans le combat pour la lutte pour la démocratie et le changement au Cameroun. Après vous, professeur Aboya Manassé, Bernard Mouna qui s'en est allé, bâtonnier, homme politique, acteur de défense des droits humains au Cameroun. Pour vous, que retenez-vous de son engagement politique et citoyen? Je l'ai côtoyé dans ses différentes casquettes parce que j'étais proche de lui à travers un monsieur qu'on appelle Chrétien Tabeting. On avait créé une association qu'on appelait Douboul au Cameroun avec Henri Djoko qui est dans le MRC actuellement, Joseph Wirba qui était député du SDF à l'époque il n'était pas encore député du SDF. Donc nous sommes là à la fin des années 90, au début des années 2000. Et donc on s'est beaucoup côtoyé dans le cadre de ce combat pour les libertés dans cette association avec son ami Tabiti qui m'a justement fait l'honneur de l'accompagner dans sa défaite en 2004 face à John Fundi, parce qu'il avait sollicité l'investiture du SDF en 2004 et puis il n'avait pas gagné l'élection devant Fundi et ça a dégénéré, ça a été la cause de la création de l'AFP, parce que tous ceux qui étaient à ses côtés, ce sont eux qui ont été les instigateurs de l'AFP, Tabiti, l'honorable Fopossi et autres, Maïradi. Donc je crois que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé justement, un puissant lobbyiste qui est fidèle en amitié. Et c'est Chrétien Tabiti qui me donnait encore de ces nouvelles il y a quelques jours. Il me disait qu'effectivement il était très 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 malade et que d'un moment à l'autre le pire pouvait arriver. Donc je n'ai rien à redire par rapport à tout ce qui a été dit. C'est un brillant avocat, c'est un défenseur des droits de l'homme, c'est un homme politique qui n'a pas eu le succès escompté parce que effectivement c'est sur lui que les anglophones ont clamé a good Mouna is a dead Mouna pour marquer sa défaite cuisante face au SDF, face à John Fundi. Donc en réalité, il n'était pas promis à un bel avenir, compte tenu, coïncidence pour coïncidence, compte tenu de ce que les anglophones, justement, reprochaient à son père comme n'ayant pas favorisé une meilleure issue de la transition de la réunification. Donc, c'est ça qui lui a valu l'étiquette de Good Mouna is Dead Mouna pour indiquer qu'il n'aura pas d'avenir politique tant qu'il y avait de sombres caricatures concernant l'image que reflétait son père. Donc, image pour image, autant on parle du tribunal militaire, autant aussi il meurt au moment où un débat important engageant l'avenir de la région anglophone a été amorcé au niveau de l'Assemblée nationale. Ça peut aussi être interprété par un symbole. Est-ce que c'est pour dire que les anglophones vont naître sous un jour nouveau? L'avenir nous le dira. Au-delà de ces hommages, c'est un nouveau chapitre de la vie sociopolitique qui s'ouvre au Cameroun. Maître Claude Assira, la nouvelle concernant la libération des détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Audience spéciale un samedi après la décision du président de la République intervenue en fin de soirée vendredi dernier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le mécanisme juridique qui a permis à cette libération, Maître Claude Assira? Alors je vais me contenter du mécanisme juridique, technique. Vous savez qu'à la faveur de la dernière loi qui organise la justice militaire, qui est la loi du 12 juillet 2017, il a été réaffirmé un certain nombre de choses, reprécisé d'autres, rajouté et supprimé, comme c'est souvent le cas pour les lois. Et cette loi, particulièrement, donne l'habilitation au président de la République d'interrompre la poursuite. En fait, il faut dire que le président de la République, c'est lui qui déclenche la procédure, c'est lui qui a également la possibilité de l'interrompre, puisque vous savez que le ministre de la Défense
n'est qu'un ministre délégué de la présidence de la République. Donc on a le président de la République dans la poursuite, pratiquement jusqu'au bout. C'est donc lui qui déclenche la procédure, on peut le dire comme ça par simplification, et après avoir laissé croupir dans l'ombre pendant un certain nombre de temps, presque 8 mois, un peu plus de 8 mois, un certain nombre de personnes, il est frappé par la grâce et grand bien lui fasse, il décide d'interrompre la poursuite, comme la loi lui en donne l'habilitation. Il le fait savoir donc par le biais de ce communiqué, et il reste après simplement la mise en œuvre, à savoir que le commissaire du gouvernement, qui est l'équivalent du procureur de la République qui mène l'action publique devant le tribunal militaire, doit en faire des réquisitions devant la juridiction qui va constater, puisqu'elle n'a pas, la loi ne lui laisse pas d'autre choix que de constater l'arrêt des poursuites. Il a donc ordonné l'arrêt des poursuites avec là, pour un cas particulier, quelque chose qui n'est pas prévu spécialement pour le président de la République, la possibilité pour lui de se désister, puisqu'il se désiste également de son action. Vous savez que cette disposition laisse la possibilité d'une réactivation des poursuites en cas d'éléments nouveaux. La notion d'élément nouveau serait trop compliquée à développer ici. Oui. En cas de survenue d'un élément nouveau, sauf que là, en l'occurrence, ce rappel n'est pas fait, mais ce rappel, cet arrêt des poursuites fait suite également, conduit le ministère public à se désister purement et simplement de son action. Il restait après donc un dernier élément à régler qui était donc le moment de la mise en place de tout cela. On a trouvé, parce que je pense que la liberté, là, pour une fois, il faut dire les choses quand elles sont bonnes, a été consacrée. On aurait pu attendre le premier jour ouvrable qui est lundi, on aurait pu attendre le jour de l'audience qui est le 8, donc pas si loin que ça. On a décidé de tout anticiper et de faire en sorte que ce soit le samedi, qui était donc le premier jour, après le jour de la décision prise par le président de la République. Comment comprenez-vous une telle célérité? C'est la liberté. Je pense que ça fonctionne normalement comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Mais il ne faut pas non plus trop s'en étonner. Le samedi est un jour ouvrable. Voilà. Le samedi, dans notre calendrier, dans notre organisation, fait partie des jours ouvrables. Vous pouvez recevoir un acte de justice, entreprendre n'importe quel acte officiel le samedi. Il se trouve simplement que dans l'organisation officielle des jours de travail et dans les juridictions, on a estimé que ça allait du lundi au vendredi. Mais rien n'empêche, techniquement, de mettre en place une audience, et là en l'occurrence c'est une audience spéciale par son volume, spéciale par l'objet, spéciale également par le jour, compte tenu des enjeux qui y étaient, et il s'agit d'enjeux de liberté. Je pense que pour une fois, il faut pouvoir tirer le chapeau aux autorités qui ont mis en place cette organisation. Maître Emmanuel Sim, vous êtes vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Comment avez-vous apprécié cette libération de vos camarades politiques? Écoutez, nous prenons acte déjà de cette décision d'arrêt des poursuites en tant que parti politique. Mais je dois vraiment, je ferai un crime si je ne fais pas ça, commencer par remercier, au nom du MRC, tous les avocats, à Douala et Yaoundé, en Europe, partout, qui pendant 9 mois se sont mobilisés. Écoutez, moi je n'ai jamais vu ça avant. J'avais l'impression que vous avez abandonné le cabinet. Les audiences se tenaient parfois dans la nuit jusqu'au petit matin, et ils étaient toujours là, ces avocats. Je dis que, et ils l'ont fait, je dois le dire, à leur famille, à leurs amis, ces avocats ont travaillé pro bono. Ils n'ont pas été payés un seul franc par le parti politique MRC, qui n'a même pas les moyens de toute façon de payer ces nombreux avocats. Et cela montre bien qu'il y a encore dans ce pays des personnes qui se battent pour les droits et les libertés et qui le font de manière absolument désintéressée. Je dois aussi remercier tous ces camarades qui, pendant les mêmes 9 mois, ont essayé d'apporter tous les jours à la prison de quoi nourrir et soigner les détenus. Parce que vous imaginez bien qu'on a arrêté des gens à Tchan, à Bafoussam, à Douala, on les a amenés à Yaoundé, dont loin de leur base, il fallait trouver un mécanisme, une logistique pour les faire manger tous les jours que Dieu créait. Et ça a été une entreprise très très difficile. Je pense qu'il y avait une équipe qui était devant cela, je dois la remercier. Maintenant, le MRC, je l'ai dit, a pris acte de ces décisions, mais je dois dire que notre joie ne peut qu'être une demi-joie parce qu'à l'heure qu'il est, nous avons encore près d'une centaine de personnes arrêtées et emprisonnées dans le cadre des mêmes marches pacifiques. Les personnes qui étaient poursuivies devant le juge militaire
ont été remises en liberté, voyez-vous, alors que c'était pour des crimes qu'on les poursuivait. Et des personnes qui, dans le même cadre des mêmes marches, ont été poursuivies devant le juge ordinaire, devant le juge civil. Ces personnes restent encore en prison aujourd'hui, à Douala comme à Yaoundé. Et je pense que la logique aurait simplement voulu que la même mesure s'étende à toutes ces personnes. Je pense à elles. Elles restent en prison. Et c'était l'une des curiosités que nous avons notées, que des personnes arrêtées dans le cadre d'une même activité, certaines soient poursuivies devant un juge civil et d'autres devant un juge militaire. Mais voyez-vous, cette affaire aussi aura contribué à montrer, je vais dire, la dépendance de nos juges, qu'ils soient militaires ou civils, au pouvoir exécutif. Je leur ai toujours dit à mes amis qui sont les juges, je leur dis aujourd'hui, qu'ils prennent enfin leur indépendance. Ils ont prêté un serment, qu'ils n'oublient jamais leur serment, de rendre justice sans aucune contrainte, sans qu'ils ne soient influencés par qui que ce soit. Voilà ce que je peux dire à ce Il y a eu un communiqué officiel du secrétaire général de la présidence de la République dans lequel il indique que la décision du chef de l'État traduit sa volonté de promouvoir un climat de paix, de fraternité, de concorde entre les fils et les filles du Cameroun. Vous partagez ce point de vue du chef de l'État qui a pris cette décision d'arrêt des poursuites judiciaires pour promouvoir la paix et la fraternité entre les fils et les filles du Cameroun? Je n'ai rien à partager de ce qui a été dit par le SGPR. Ce que je dis, c'est que ces personnes n'auraient jamais dû être simplement arrêtées, n'auraient jamais dû dormir une seule nuit dans des cellules et en commun en prison. Parce que le danger, et vous voyez très bien qu'il y a un combat qui est encore devant nous, c'est de nous battre pour la préservation des droits humains, des droits de l'homme, individuels et collectifs, et des droits politiques au Cameroun. Des Camerounais sont encore aujourd'hui interdits de se réunir. On a l'impression que la subversion a quitté le champ légal, mais est restée dans les faits. Les Camerounais continuent aujourd'hui à être arrêtés, emprisonnés, simplement pour avoir exercé une activité politique. Donc ces personnes n'auraient jamais dû être arrêtées. C'était, à mon sens, un règlement de compte politique, et nous l'avons dit très clairement. Parce que ce qui s'est passé le démontre très bien. Le président Kamto et ses amis n'avaient été auteurs d'aucun crime, et je pense que qu'ils soient remis en liberté, pour moi, c'est un retour à la raison. C'est un retour à la raison, mais je dis encore qu'il serait mieux que la mesure soit étendue à ceux qui aujourd'hui sont restés en prison et auxquels je pense très fortement. Après vous, professeur Aboya Manassé, décision du président de la République à la fin du grand dialogue national. Comment analyser le contexte et le texte du président de la République concernant l'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en faveur des responsables militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Je crois que vous avez prononcé le mot contexte. Et ce mot qu'il faut prendre vraiment en compte et le mettre en perspective. Et ça balaye tout ce que M. Sim a dit, parce que quand on construit une république, quand on construit un état de droit, il faut regarder vers l'avant. Et je pense que le communiqué du secrétaire, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, indique à profusion qu'il faut prendre acte de ce que le grand dialogue national qui s'est tenu au Palais des Congrès doit nous servir, de nous regarder en face et de regarder vers les perspectives, que de continuer à pinailler sur des détails sur lesquels un décret du chef de l'État est passé dessus. Mieux, j'ai été très attentif au discours du président du MRC qui met justement en perspective la lutte pour les droits fondamentaux et la liberté des citoyens, qui ne peuvent pas être dissociables de la construction d'un état de droit et d'une démocratie. Parce que dans une démocratie, il y a un état d'esprit, il y a un mode de gouvernement. La démocratie a des principes, la démocratie a des valeurs. Et quand on parle de fraternité, Maître Sim ne peut pas dire qu'il n'a rien à partager, parce que les Camerounais ont à partager la fraternité entre eux, quels que soient les jeux politiques qui peuvent les opposer. Donc, Maître Sim, vous êtes mon frère. Maître Assira, vous êtes mon frère. Edmond, je ne le redis plus puisqu'il le sait. Donc vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main
un appel à la fraternité. C'est un crime. Vous ne pouvez pas refuser la fraternité. Mais professeur Abouya, cet appel à la fraternité intervient après avoir maintenu des Camerounais 8 mois en détention. Ensuite, pour prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires, c'est là la préoccupation du vice-président du MRC. Oui, je pense qu'il aura l'occasion de me répondre. Celui qui est censé m'interviewer. C'est la préoccupation qu'il a soulevée tout à l'heure. Je vous relance par rapport à ça. Oui, j'y suis. Je pense que je réponds très bien à la question de mon ami Maître Sim. Je précise qu'il est mon frère. Je dis que on doit prendre acte du contexte selon la question que vous m'avez posée. Parce que c'est vous qui m'avez posé la question et j'ai rebondi sur le terme concept. Et je pilonne dessus. Le contexte indique effectivement qu'il faut prendre acte avec les mots extrêmement pertinents de Maître Assira qui ont été évoqués. On ne peut pas remuer encore à tort et à travers cette perspective si on veut effectivement avoir un idéal partagé de fraternité. Donc c'est ça mon propos. Je réponds exactement à Maître Sim en lui disant indirectement à travers votre question, parce que c'est vous qui m'avez posé la question, ce n'est pas Maître Sim qui est intervieweur, et je réponds à votre question en prenant acte des propos de Maître Sim qui refuse la fraternité. Il dit qu'il n'a pas à partager la fraternité. C'est ça que j'ai retenu et j'ai été déçu de dire qu'il n'a rien à partager comme fraternité. Maître Emmanuel Sim? Non, je ne sais pas, c'est pas un ping-pong. Je pense que je ne viens pas essayer de répondre à M. Abouya-Manassé. Je pense qu'il ne m'écoutait même pas, voyez-vous. Je dis ceci. Le communiqué du SGPR, je dis, je n'ai pas à le partager. Je n'ai pas dû communiquer. Et M. Abouya-Manassé ne peut pas penser ni dire que Maître Sim comme individu ou comme homme politique ou comme citoyen ne sait pas ce que c'est que l'appel à la fraternité. Vous savez très bien que le MRC a été fondé et créé précisément sur ces valeurs. Précisément. Je ne vais pas aujourd'hui m'entendre dire que je refuse la fraternité. Non, au contraire. Mais je parle ici des personnes parce que le contexte, c'est quoi précisément? C'est que j'ai entendu des ministres de la République demander, exiger pratiquement que M. Kamte et ses amis demandent pardon. Et moi, ça me choque d'entendre ça. C'est de ça que je parle. Parce que on fait comme un preneur d'otages qui prend des otages et quand il est en liberté, on me demande de le remercier. Je dis non. Tu dis qu'on n'aurait jamais dû arrêter Kamte et les autres. On n'aurait jamais dû le faire. Jamais. Et cette demande de pardon qui lui était pratiquement imposée, et aujourd'hui on entendait des gens dire que oui, il semble qu'il y a des tractations. Je dis non, on ne peut pas accepter ça. Nous ne devons pas laisser, ce n'est pas un détail, M. Abouya, ce n'est pas un détail, les droits humains. Nous devons continuer à nous battre tous les jours pour les droits humains. Et la fraternité républicaine, l'amour des citoyens, je dis, c'est nous les MRC qui, tous les jours, en parlons. Et nous demandons à ceux qui gouvernent aujourd'hui, à ceux qui sont au pouvoir, de retenir enfin ces leçons. J'espère que cette fois, ils la retiendront. Mais je suis en droit, moi, d'être inquiet. Je dis qu'il y a encore des gens en prison et je ne peux qu'attendre, logiquement, que les personnes emprisonnées dans le cadre des mêmes marches soient remises en liberté. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, n'allez pas travestir mon idée. Je suis un Camerounais. Je peux vous dire que je parle une dizaine de langues du Cameroun. Très peu de gens le font. Et donc, la fraternité républicaine dont vous parlez, moi, je la connais. Je la connais. J'ai été partout dans ce pays, dans tous les recoins du Cameroun. Je connais les Camerounais. J'ai été chez eux manger, boire, dormir, parfois dans la brousse, comme à Dec, dans la brousse, dans la forêt. Eh bien, ce n'est pas moi qu'on dira que je ne sais pas ce que c'est que la fraternité républicaine. C'est à ceux qui gouvernent aujourd'hui de la mettre en route en ne faisant plus que des gens passent des mois en prison inutilement et après venir demander que nous nous mettions à genoux pour quémander une liberté alors qu'on n'aurait jamais dû la perdre. Je suis clair, je crois. Promouvoir le climat de paix, de fraternité, de concorde, messieurs. Je vous en prie, permettez à Edmond Kamga également. Permettez à Edmond Kamga de pouvoir dire un mot. Edmond, sur cette décision du chef de l'État, arrêt des poursuites judiciaires en faveur des responsables du MRC, le président de la République indique que c'est sa volonté de promouvoir un climat de paix, de fraternité et de concorde. Comment analysez-vous cette décision qui intervient après 8 mois de détention pour les militants de ce parti politique? Le président de la République nous a écoutés.
le chef de l'État a entendu nos cris, car pas plus tard que dimanche dernier, sur ce même plateau, nous disions et nous réitérions notre souhait, notre vœu qui était cher. Nous disions, il est bon, il serait bon que le chef de l'État procède à un arrêt de poursuite, qu'il ordonne un arrêt de poursuite concernant 2 catégories de détenus. La première catégorie, c'est les personnes arrêtées, détenues et en jugement dans le cadre de la crise anglophone. La deuxième catégorie que nous avions indiquée, ce sont les personnes arrêtées, détenues et en jugement dans le cadre de la crise post-électorale. Nous l'avons dit ici et martelé pendant des mois. Et nous l'avions rappelé dimanche dernier. Et nous souhaitions qu'il avait encore la possibilité, quelques heures avant l'ouverture du grand dialogue national, de le faire, puisque cela figurait dans les préalables de certaines formations politiques. Il a choisi son temps. C'est-à-dire, pratiquement, au moment de la clôture du grand dialogue national, pour ordonner un arrêt de poursuite concernant certains responsables politiques et militants de partis politiques, notamment du MRC. Ça, ce sont les termes qu'il utilise dans le communiqué de son secrétaire général, ministre d'État. Mais la veille, on a vu qu'il avait également procédé à un acte fort, c'est-à-dire la veille de la clôture. C'était un autre arrêt de poursuite concernant 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Donc on a vu comment les choses ont évolué rapidement. Nous avions eu, à un moment donné, une sorte d'inquiétude que pourquoi c'est à ce moment-là qu'il le fait, c'est-à-dire à la veille de la clôture pour les détenus anglophones et pendant la cérémonie de clôture pour les responsables politiques de la crise post-électorale. Nous disions tantôt qu'il a choisi son temps et nous avons toujours dit sur ce plateau, mieux vaut tard que jamais. Et les termes que le chef d'État utilise dans le cadre de la concorde, dans le cadre de la fraternité, ça rentre dans ce que nous disions dimanche dernier. Nous disions que dans le cadre d'un apaisement, pour que l'apaisement soit total, durable, dans le cadre de la décrispation du climat politique qui est fort tendu depuis bientôt 1 an, depuis l'élection présidentielle de 2018, il fallait qu'il pose des actes forts. Et cela fait partie des actes forts que nous avons toujours demandé. Donc nous notons avec satisfaction cette réaction du chef de l'État. Mais nous trouvons encore que cette réaction est insuffisante, aussi bien en ce qui concerne les détenus anglophones qu'en ce qui concerne les détenus de la crise post-électorale. Nous aurions souhaité et nous demandons que pour que l'apaisement soit plus grand, en vue d'une véritable réconciliation des cœurs et des esprits des Camerounais, non seulement pour la crise anglophone, mais pour la paix générale au Cameroun, que le reste des prisonniers politiques anglophones, notamment les Mancho, BBC, Galim et tous les autres, et que les autres militants qui restent encore détenus du MRC aient la possibilité de recouvrer la liberté. Sur ce point précis, c'est ce que nous disons. Et nous ajoutons en disant qu'aujourd'hui, que le grand dialogue national s'est finalement tenu. Le chef de l'État a sorti un tweet où il évoque la possibilité pour lui d'apprécier l'opportunité et la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites. Nous lui disons, puisque ce qu'il a fait rentre dans les recommandations qui ont été formulées, les 2 arrêts de poursuite rentrent dans les recommandations qui ont été formulées, nous souhaitons qu'il ne tarde pas trop à implémenter les recommandations qui ont été formulées, comme il vient d'anticiper d'ailleurs. Justement, on ne voyait pas venir. On parlera de ces recommandations dans la deuxième partie de cette émission. Maître Claude Assira, sur les implications juridiques d'une telle décision, 2 arrêts des poursuites pour des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, là où il y a eu un désistement, contrairement à d'autres procédures antérieures. Quelles sont les implications que vous avez pu déceler jusqu'ici? Vous savez, c'est difficile. Il y a un proverbe peut-être un peu trop facile qui consiste à dire que quand la politique entre par la porte, la justice fuit par la fenêtre. Et là-dedans, dans cette procédure et tout ce que vous indiquez, il y a tellement de politique, il y a une telle prégnance du politique qu'il est difficile d'en avoir une analyse sereine. Le droit n'est pas une matière exacte, mais au moins elle repose sur des bases qu'un juriste moyen de première ou deuxième année de faculté de droit a la possibilité de connaître et d'anticiper. La politique, elle, n'a pas de règles précises, connues, prévisibles.
Et malheureusement, c'est ce qui me dérange dans cette chose. Parce que, sans être d'un parti politique, moi je pense, et je voudrais le dire ici de façon très sereine, à mon frère, le professeur Aboya, la justice est pour moi transversale, transpartisane. On ne peut pas, chaque fois que, moi je m'effraie toujours, lorsque des gens essayent de justifier l'injustifiable. Vous savez, beaucoup de personnes sont aujourd'hui en détention privée de liberté, qui ont été du bon côté de la balance à un moment donné, et qui, parce qu'elles n'ont pas su que la justice pouvait parfois pencher du mauvais côté, se retrouvent aujourd'hui du côté où elles aimeraient que cette même justice vienne à leur secours. Malheureusement, elles l'ont souvent galvaudée, elles l'ont acceptée dans l'état mauvais où elle était autrefois. Et c'est pour ça que j'attire l'attention. Je pense que sur ce terrain-là, il est bon aussi qu'à l'intérieur du RDPC, qu'on puisse dire à un moment donné, je dirais la même chose si ça avait été la santé, mais là il se trouve qu'on parle de la justice, qu'on puisse dire à un moment donné que j'aurais aimé que mon frère et voisin s'arrêtent au moins quelque temps pour se dire, voilà, je voudrais marquer un petit moment de pensée pour 8 ou 9 mois de privation de liberté. C'est pas un détail. Si on s'arrêtait dessus, peut-être qu'alors, à ce moment-là, on réfléchirait sur les implications, c'est ça votre question, de ces arrêts de poursuite. Parce qu'il aurait mieux valu qu'on n'ait pas tout ce chambardement dans les agendas, les calendriers, les façons de faire d'hier, si les choses avaient été tout simplement bien faites autrefois. Ce n'est pas banal que de pouvoir priver quelqu'un, ce n'est pas un détail. Quand moi j'entends parler de détails, de gens qui ont perdu la liberté pendant 9 ans, c'est-à-dire pendant pratiquement 1 an, quand on compare le temps de la justice, le temps carcéral, c'est quasiment 1 an. Je pense que ce n'est pas du tout anodin, c'est pas banal. Et il faut pouvoir s'y arrêter. Et je pense que si on encadrait les choses, si on se projetait plus tard, on se demanderait, est-ce que toutes ces personnes qui ont été interpellées massivement dans le cas de la crise anglophone méritaient d'y être de façon aussi massive, sans aucune discrimination? Est-ce que toutes ces personnes qui sont interpellées dans le cadre de la crise MRC pouvaient être poursuivies pour les infractions qu'on a vues? La domestique de M. Zongan, les personnes qui étaient de passage, peuvent-elles valablement justifier, souffrir l'inculpation ou la suspicion d'inculpation de révolution et toutes ces choses-là? Toutes ces jeunes filles, vous avez une consoeur de Douala qui a été interpellée dans les mêmes conditions de facilité. Vous avez, je crois, un promoteur des droits bien ton, je crois, quelque chose, je ne sais pas s'il est journaliste ou pas, tout à fait. Ça fait peur, voilà. Donc les implications, moi j'ai le sentiment que on est dans une situation, sous réserve de ce que nous donnera peut-être le nouveau comportement issu des lendemains de fin de grand dialogue national. J'espère que ça va être un jour nouveau. Mais pour l'instant, au jour où je vous parle, sans aucun élément nouveau, et je voudrais que tous, autant que nous sommes ici, qu'on soit du côté de mon frère Aboya, et collègue Aboya, ou qu'on soit du côté de mon non moins frère et ami et confrère Sim, qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter et qu'on se demande, est-ce que nous n'avons pas le sentiment que, là où nous sommes ici, si un jour, en sortant de là, quelqu'un nous interpellait pour un grief quelconque, en nous disant que nous avons commis telle infraction, et qu'il déclenchait contre nous une procédure pour être jugé devant la juridiction de son choix qui correspond, est-ce que nous avons la possibilité aujourd'hui de nous dire, il va se passer un moment où on va tomber sur quelqu'un, sur un individu, on l'appelle un juge, qui va pouvoir s'arrêter et dire non, je pense que là vous avez exagéré, vous avez violé la loi. En l'état actuel des choses, c'est ça qui fait peur. Et peut-être devrions-nous profiter de ce mal pour que ces 8 ou 9 mois qui ont été passés dans l'ombre par ces personnes qui sont un peu de nous, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est nous. Quand je parle de toi, je parle de moi. C'est un peu de nous. Est-ce que quelque part, un jour, on ne pourrait pas s'arrêter à l'aube de ce jour nouveau et essayer de voir les règles prudentielles et jurisprudentielles qui peuvent permettre à un citoyen de sortir dans la rue pour indiquer son mal-être et dire qu'il n'est pas content de la façon dont les choses se sont faites. Voilà, ces implications-là, pour moi, c'est elles que j'attends. Et le jour où on va avoir ce Cameroun où on pense qu'on va avoir des règles qui sont appliquées, on va y avoir l'égalité sociale, on va avoir le respect de la norme juridique, on va avoir le respect de la justice, alors à ce moment-là, je pourrais penser que les implications ont pu avoir éventuellement une incidence réelle sur le citoyen que je peux être. Professeur Aboya Manasseh, il y a des préoccupations qui sont soulevées par Maître Claude Assira, des inquiétudes quant au sort de ces Camerounais
qui ont dû passer près de 8 mois en détention et bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires. Pour autant, la justice, telle qu'elle a été menée, lui pose un sérieux problème. Comment vous réagissez? Moi, je pense que nous parlons de deux choses différentes. Ce que nous commentions, c'était une décision politique. Le chef de l'État a pris une décision politique qui a un fondement légal. Et la justice militaire a exécuté cette décision politique, a mis en perspective cette décision politique. Et la décision politique ne veut pas dire que l'arrêt de poursuite absout les fautes qui auraient été commises. Non. Non, ça ne veut pas dire qu'à la base, aucune faute n'avait été commise. Cela ne veut pas dire que la décision politique reconnaît que ces gens ont été arrêtés sans avoir commis quoi que ce soit. Mais il me semble que ces gens ont été interpellés sur la base de certaines violations. Qu'on les accepte ou non, mais c'est sur cette base que les uns et les autres ont été arrêtés. On peut contester en tant qu'avocat, ça peut être une plaidoirie qui a été menée devant le juge. Mais moi, en tant que commentateur, je commente la décision politique qui a été prise par le chef de l'État. Et cette décision politique a un fondement légal. C'est pour cela que j'ai dit, je me réserve le droit. Je n'ai pas à commenter, alors à contester une décision qui aura été prise par le président de la République. Moi, en tant que mandataire d'un parti politique, je prends acte de cette décision politique. Que je sois content ou non, ce ne sont pas mes états d'âme qui sont convoqués, mais il faut prendre acte. Et la prise de parole de Maître Assira allait dans ce sens. Sa première prise de parole, prendre acte de ce qui s'est passé. Et donc, moi, dans la perspective qui s'offre à nous, la perspective de décrispation, d'ouverture d'un cycle de fraternité, je dis, je prends acte que quoi que ce soit commis, à partir du moment où une décision a été prise, si nous continuons à regarder en arrière, on n'en sortira jamais. Donc c'est une posture intellectuelle, c'est une posture humaniste, mais c'est aussi une posture d'un mendiant, d'un cadre de paix pour le futur. Donc je crois que je suis dans cette perspective. Je ne veux pas, je n'ai jamais assisté aux plaidoiries, je ne veux pas chercher à savoir ce qui s'est passé, mais je dis que ce que nous commentons à l'heure actuelle, c'est la décision politique. Nous ne commentons pas une décision de justice, mais une décision politique qui a eu des répercussions sur le plan politique, sur le plan juridique. Parce que cette décision a un fondement légal. Il n'a pas pris cette décision au hasard. Il ne s'est pas assis dans son palais, au palais de l'unité en disant « Moi, je décide qu'aujourd'hui, les gens vont être libérés. » Il a trouvé un fondement légal. La presse panafricaine estime qu'il y a eu des pressions qui ont amené le président de la République à prendre cette décision, qu'il y a eu des négociations entre le pouvoir de Yaoundé et le mouvement pour la renaissance du Cameroun concernant la libération du professeur Maurice Kamto, ses alliés et d'autres militants. Est-ce que vous confirmez au niveau de l'appareil du RDPC de telles négociations? Je pense qu'il ne faut pas rajouter à un contexte qui est déjà lourd. Je pense que avant la libération du professeur Maurice Kamto, il y a eu la libération de 333 prisonniers anglophones. Les pressions sont venues d'où? Moi, je pense que ça rentre dans le domaine des commentaires. Le Cameroun a besoin d'un cadre convivial. Le Cameroun a besoin d'expérimenter les principes, les valeurs de la démocratie, la tolérance, la solidarité, l'égalité, l'équité. Le Cameroun a besoin d'expérimenter ça. Sinon, les conflits qui peuvent exister dans un état de droit n'auront jamais un encadrement légal. Je crois que les Camerounais aspirent à un cadre de vie souhaitable dans la fraternité, dans la paix. Donc la presse panafricaine n'a fait qu'exacerber. Et nous ne devons pas toujours convoquer ce que la presse panafricaine dit, parce que nous sommes les indigènes d'ici. Est-ce qu'elle a été présente dans les pressions? Est-ce qu'elle a mesuré les pressions? Ces pressions sont venues de qui? Je crois que c'est les commentaires des journalistes. Je crois que les faits doivent être régulièrement convoqués, voire mobilisés. On a dit qu'il y a eu des négociations à Genève. On dit qu'il y a eu des pressions. Oui, mais est-ce que les pressions changent quelque chose à ce que Edmond Kambi a dit, qu'il y a eu des recommandations dans le cadre de ce grand dialogue qui vient de se réunir. Donc le grand dialogue a pris ces recommandations-là sur la pression des lobbies étrangers. Je crois qu'il ne faut pas convoquer une atmosphère encore compliquée parce que les gens ne se satisfont pas de ce qui est en train de se passer. Nous, on a besoin de paix au Cameroun. Il y a eu justement, professeur Boya Manassé, il y a eu des réactions de la communauté internationale. D'abord l'ambassade des États-Unis au Cameroun
qui se félicite de la décision d'abandonner les poursuites contre Maurice Kamto et les autres membres et soutiens du MRC. La libération de prison est une étape constructive vers la réduction des tensions politiques et l'affirmation de l'engagement du gouvernement camerounais en faveur des libertés fondamentales, s'expriment ainsi les États-Unis, qui espèrent que des mesures supplémentaires seront prises à la suite du dialogue national en vue de la restauration de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Autre réaction, celle de la francophonie à travers sa secrétaire générale, Marie-Louise Mouchikiwobo, qui salue l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur des détenus de la crise anglophone et du MRC. Elle espère que de telles mesures contribuent à renforcer la dynamique d'apaisement au Cameroun. Maître Emmanuel Sim, les implications politiques de cette décision d'arrêt des poursuites judiciaires en faveur du professeur Maurice Kamto et de vos camarades politiques. Les implications politiques, je ne sais pas. Écoutez, nous sommes un parti politique qui fonctionne normalement. Et je peux vous dire, et là je remercie encore nos militants très fortement, ils ont continué à se mobiliser, ils ont continué à implanter le parti de manière encore plus forte. J'ai été à l'Ouest camerounais il y a 2 semaines où j'ai vu des jeunes gens, des femmes, des hommes, aller encore dans les villages implanter le MRC. Je pense pour nous ça ne changera pas grand-chose, sauf que évidemment, cela est évident, je veux dire, le président Kamto est déjà en liberté. Et nous avons là, naturellement, un nouveau souffle qui va être de nos partis, parce que, quoi qu'on dise, quand le président est en prison, nous avons dû nous-mêmes, comme parti politique, parfois laisser ce qu'on devait faire pour nous en occuper. J'espère simplement que, je le redis vraiment, du fond du cœur, je pense à ceux qui sont en prison, qu'il faudrait qu'ils sortent également. Ce sera une décision politique, mais je pense qu'il faut s'inquiéter toujours de cela. Il ne faudrait pas que on attend une décision politique pour que les gens soient remis en liberté. Parce que ça questionne aussi quand même sur la justice. La décision politique de libérer les gens avait eu une décision politique préalable, celle de les arrêter. Et je dis qu'on n'aurait jamais dû prendre la première décision politique d'arrêter Kamto. Ce qui a été vraiment, à mon sens, néfaste. La crise qu'il y a eu. Le professeur Aboya Manasseh estime qu'ils ont été arrêtés sur la base d'un certain nombre de faits qui leur ont été reprochés. On va revenir dessus. Il ne me croit pas ça. La bande de Zongan, je reviens à ça. Je pense que c'est très simple. La domestique de M. Zongan, qui un midi invite ses amis à déjeuner chez lui, malheureusement, elle est venue préparer. On l'arrête, on l'amène à Yaoundé pendant 9 mois pour insurrection et tout le reste. Est-ce que M. Aboya croit que vraiment c'est sérieux? Je pense quand même qu'on devrait peut-être penser, pas seulement à Kamto, mais à ces personnes qui ont été en prison vraiment pour rien. Et ne pas oublier que ces personnes n'ont pas été jugées et donc bénéficient de la présomption d'innocence. Ils en bénéficiaient. Tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. L'une des choses encore qui nous inquiète, c'est que dans ce pays, on est présumé coupable lorsqu'on est arrêté. Et j'entends encore, je ne sais pas te dire, mais ils ont été arrêtés sur la base des faits. De quels faits? De quels faits? On ne les a pas vus, les faits. On n'a rien vu. Moi, je pense que demain, nous devons simplement nous remobiliser comme parti politique pour aller nous battre sur le terrain un peu plus et ne pas oublier. Maître Emmanuel Sim, est-ce qu'il y a eu des négociations entre le pouvoir de Yaoundé et le professeur Maurice Kamto? Certains journaux panafricains estiment qu'il y a eu des compromis politiques, l'abandon du hold-up électoral et en échange la libération de certains prisonniers politiques. Non, si vous connaissez Kamto, vous savez qu'il ne ferait pas une chose pareille, pour ceux qui le connaissent. Il ne faut pas se jouer à ce jeu-là. On ne peut pas avoir amené des gens à une contestation et le matin dire oui, finalement, quand même non. Kamto, ce n'est pas son style, vous le savez très bien. Je pense que notre pays aujourd'hui a besoin simplement d'un système électoral et c'est le combat qu'on va mener bientôt. J'espère que nos amis du RDPC vont bien se rendre compte que c'est un combat commun, pas du MRC seul. Il faut qu'il y ait en place au Cameroun un système électoral qui évite précisément des contestations post-électorales. C'est ça le problème. Parce que si on ne fait pas ça, on va retomber dans quelques mois dans la même contestation. Il faut qu'il y ait... Le parti au pouvoir dit qu'il est très fort, qu'il est majoritaire. Mais pourquoi ils ont peur, tellement peur, d'avoir des lois électorales consensuelles? Moi, je ne comprends pas. C'est comme si Barcelone commençait à avoir peur de Faubourg de Baham. Vous avez un parti qui se déclare bien implanté, qui dit qu'il est fort, mais qui a peur tellement de s'asseoir avec les autres et de définir des règles consensuelles qui permettent que demain, celui qui gagne, qu'on applaudisse. C'est ça qui est en jeu, monsieur. Et c'est depuis 92 qu'on a vécu ça. On peut le mettre maintenant.
Maître Mouna me disait une chose, Bernard Mouna. Déjà en 1992, il y avait une volonté du pouvoir de rester au pouvoir, même s'il perd le pouvoir. Il me disait que leur feu père lui demandait, tu es au SDF, tu vas à l'élection présidentielle avec Fondi, vous pourrez les gagner, peut-être, mais comment vous faites pour prendre le pouvoir? Donc au Cameroun, on a le sentiment que gagner l'élection, c'est possible, mais que ceux qui la perdent quittent le pouvoir. Quel mécanisme on met en place aujourd'hui? C'est une réflexion dans la concorde nationale, dans la fraternité, dans la main tendue du président Kamto en mars dernier, qui avait été rejeté brutalement par M. Sadi. Vous vous souvenez? C'est nous qui tendons la main à l'époque. M. Sadi vient dire à la radio étrangère qui est Kamto pour que Paul Biya lui parle. Nous devons donc nous garder cette main tendue et continuer à parler comme des enfants d'une même mère et mettre en place des mécanismes d'élection qui évitent demain de nouveaux errements. Je dis autrement, on va retomber dans les contestations, on remettra les gens en prison et on va encore attendre une décision du président roi qui va finir par être et qui décide de qui va en prison, de quand il va en prison et de qui sort de prison et de quand il sort de prison. Ce n'est pas de ces pays dont nous rêvons. Après vous, Maître Emmanuel Sim, Maître Claude Lassira, quelles leçons retenir après l'arrêt des poursuites judiciaires dans la perspective de l'apaisement et de la promotion de la paix au Cameroun? Quelles leçons vous retenez de cette affaire, de ce bras de fer qui a été observé durant 8 mois entre ce parti politique, ces Camerounais qui revendiquaient leurs droits politiques et de l'autre côté, le gouvernement? Moi, je retiens surtout, je vais essayer de m'en tenir à ce que je connais, que je pratique au quotidien, c'est-à-dire le droit et la justice. Moi, j'ai été très heureux de découvrir, profiter pour ces jeunes. Vous nous avez fait l'amitié de nous inviter, Maître Sim et moi, qui faisons partie de ce collectif, mais c'est un collectif qui est composé de beaucoup d'avocats, beaucoup de jeunes que j'ai côtoyé souvent dans les couloirs du palais sans avoir jamais fait attention, sans savoir ce qu'ils avaient au fond d'eux. Et j'ai pu découvrir à l'occasion de cet incident comme quoi il n'est pas complètement mauvais, ce qu'ils avaient dans les tripes comme volonté de se battre, de ne pas changer, de ne pas renoncer. Ça, c'est la première des choses que j'ai pu retenir à l'occasion de ces événements malheureux. Puis au-delà de cela, si je devais me risquer comme citoyen et observateur de l'extérieur, je veux penser que si on peut vraiment le mettre dans le contexte, et je crois que professeur Aboya Manassé a insisté sur le mot contexte qui pour lui signifiait beaucoup. Si on est vraiment dans un contexte nouveau, à l'occasion duquel un certain nombre de réflexions, d'éléments, une philosophie nouvelle de gouvernance politique peut éventuellement nimber le vent nouveau, d'un vent nouveau, le Cameroun, alors dans ce cas, espérons que tout cela n'aura pas été vain et que, à la faveur de la réflexion qui naît dans l'esprit de ceux qui décident de mettre en mouvement une action publique et autres, qu'on tiendra compte de la vie des autres. Je n'ai pas vu dans un autre parti politique, dans un autre pays, comment on met en prison quelqu'un qui est un adversaire politique. J'ai vu le Gabon, vous connaissez M. Ping, qui conteste jusqu'aujourd'hui et 3 ans après encore l'élection du président actuel. Il continue à protester, ça n'empêche pas d'être libre, d'être écouté, je vois dans d'autres pays, je crois au Congo, en République démocratique du Congo, pour ne parler que des pays qui nous sont proches de par la sociologie, de par l'histoire, de par la couleur de peau, et l'apprentissage de la démocratie. Je pense que nous en avons largement la possibilité. Le Cameroun est un très très grand pays qui est fait de beaucoup de richesses. Je voudrais rendre hommage à cet homme qui est en face de moi. Je n'ai jamais l'occasion de le lui dire. Honnêtement, Maître Sim, qui fait partie aussi des gens que je découvre à l'occasion de ces combats, c'est un très grand monsieur. Il faudrait 2 émissions pour que je puisse lui dire tout le bien que je pense de lui. Mais je pense que nous sommes riches de nos hommes. Il y en a aussi, je pense, du côté du RDPC, ça c'est certain, il y en a beaucoup. Et je pense que nous avons seulement qu'à mettre
tout cela en symbiose, et peut-être que le contexte que le professeur Aboya indiquait tout à l'heure va nous permettre, si nous sommes vraiment unis pour regarder dans la même direction, nous permettre d'avoir des lendemains qui soient plus enchanteurs. Merci Maître Claude Assira. Avant que vous nous quittez pour la deuxième partie de cette émission où nous parlerons de ce grand dialogue national, j'aimerais avoir la réaction d'abord d'Edmond Kamgia sur les leçons à retenir de cette affaire concernant les prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun, désormais libres. Vous avez suivi le premier discours du professeur Maurice Kamto de retour à sa résidence, évoquant les chantiers politiques qui attendent ces militants et sur lesquels ils comptent s'engager. Oui, d'abord je vais réagir par rapport à l'intervention du professeur Aboya, ce qui nie, qui n'est pas d'accord qu'il y a eu des pressions, que ce soit national ou international, pour que le chef de l'État en vienne à prendre sa décision. Pour utiliser le même terme sur lequel il a insisté, le contexte, je voudrais vous dire, professeur, et vous le savez si bien, que le contexte dans lequel les choses se déroulent montre si bien que la pression, elle est effective au plan national comme au plan international. Je vais revenir seulement sur la pression internationale pour dire, rappeler tout simplement ce que tout le monde sait. On a vu les sociétés savantes du droit international réagir et demander la libération immédiate du professeur Maurice Kamto. Je vais citer le curatorium de l'Académie du droit international. Je vais citer l'Institut du droit international. Je vais citer l'Académie internationale du droit comparé, qui ont dit en résumé qu'ils ne comprennent pas comment Maurice Kamto, les alliés de sa coalition et les centaines de membres du MRC se retrouvent interpellés alors que la Constitution a prévu le droit de manifester. Alors que les droits fondamentaux, les traités, conventions et chartes régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun permettent de manifester. Ça, c'est le résumé des réactions des sociétés savantes de droit international. Il y a eu, en dehors des sociétés de droit international, les institutions internationales et organismes qui ont réagi, chacune en son temps. On a vu réagir le Congrès américain à travers une résolution de la Chambre des représentants, à travers une résolution du Sénat, et les deux institutions, les deux organes du Congrès américain ont réclamé l'ouverture d'un dialogue national inclusif sur la crise anglophone et la libération de Maurice Kamto. On a vu réagir dans une résolution importante le Parlement européen, qui ont eux aussi demandé l'ouverture d'un dialogue sans condition sur la crise anglophone et la libération de Maurice Kamto. On a vu réagir l'Union européenne à travers, je disais tantôt le Parlement, mais aussi à travers la haute représentante qui a signé un communiqué réclamant l'ouverture du dialogue et la libération de Maurice Kamto. Je citerai également enfin les institutions qui nous sont plus proches. L'Union africaine qui a réagi à travers des communiqués, non seulement du président de la Commission de l'Union africaine, mais également de la Charte africaine, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes existent et vous le savez. Et ces textes ont, d'une manière ou d'une autre, amené le chef de l'État à prendre conscience de la nécessité de réagir en appliquant tout simplement la Constitution du Cameroun. Je pense que sur ce point, il ne devrait pas avoir débat. Bon, on peut interpréter. Si vous n'appelez pas ça pression, on peut lui trouver un autre terme. Ils ont fait des suggestions. On a vu les ambassades, les ambassadeurs des États-Unis, de la France. On a même vu Yves Le Drian devant une commission des affaires étrangères au Parlement français être interpellé sur le cas Cameroun. Il a dit que le président Macron lui a promis qu'il appellerait le chef de l'État pour envisager la décrispation de la situation au Cameroun et la libération de Maurice Kamto. Si on n'appelle pas ça pression, je crois qu'il faut qu'on trouve un autre mot, professeur. Sur la question que vous avez posée, Cédric Noufélé, oui, on a écouté tous la réaction de Maurice Kamto devant des militants et sympathisants après sa réaction. Il a dit qu'il n'était pas prêt, il n'était pas préparé à dire, à faire une déclaration à sa sortie de prison. Mais il a dit que pour eux, il le fera. Il a dit, je ne vous trahirai point, je ne vous trahirai jamais, et que la lutte est politique. Et ça, et c'est très important ce qu'il a dit. Il a dit, la lutte est politique. Et que le MRC recherche le changement dans la paix. Et que tout se fera de manière pacifique. Il me semble qu'il est rentré dans le cadre du contexte dont on parle ici depuis. Le contexte est celui que nous recherchons tous la paix. Nous évoluons tous vers la paix. Mais je voulais prolonger la réflexion en disant qu'il est important, après le grand dialogue national qui s'est tenu,
que les formations politiques qui n'ont pas pu, pour diverses raisons qu'ils ont soulignées, participer au dialogue national, comme le MRC, qui fait partie de ces formations politiques qui n'ont pas pu participer au dialogue, ils avaient expliqué pourquoi ils ne participeraient pas. Je pense que dans le cadre de cette recherche de paix collective, parce que tout le monde recherche la paix, personne ne veut de la sécession au Cameroun. En tout cas, toutes les formations politiques, même ceux qui ont déposé les mémoranda, ont dit qu'ils ne veulent pas la sécession. Ils veulent soit la décentralisation accélérée, comme visiblement cela figure dans les recommandations, mais beaucoup d'autres, dont le discours a été fort entendu, mais de manière très controversée, réclament le fédéralisme. Et il reviendra au chef de l'État d'apprécier, comme il a dit, dans le cadre des réflexions qu'il prendrait. Vous l'avez signalé et vous avez ouvert la porte concernant ce grand dialogue national. J'aimerais remercier Maître Emmanuel Sim et Maître Claude Assira d'avoir participé à la première partie de cette émission. En deuxième partie, nous allons recevoir le secrétaire national à la communication, secrétaire national en charge du bilinguisme du SDF, qui est également ministre du Shadow Cabinet chargé de l'éducation, qui sera présent sur ce plateau, et l'un des participants d'expression anglophone venant d'Allemagne, qui va également réagir concernant ce dialogue national. Et d'abord, je vais commencer avec professeur Aboya Manassé. Grand dialogue national, 5 jours de discussion, de travaux en commission, et le chef de l'État qui a remercié les Camerounais qui ont participé à ces échanges. Comment vous appréciez de façon globale ce grand dialogue national? Bien entendu, ce grand dialogue n'a pas été organisé ou alors convoqué sous la pression internationale. J'ai entendu le mot pression internationale comme si le Cameroun était désormais gouverné sous la pression internationale. Moi, je pense que ce moment est un moment qui a précédé des étapes extrêmement importantes, des moments qui se sont fait décrypter par les différents discours prononcés par le chef de l'État, appelant à une éventualité de ce dialogue. En l'occurrence, le discours historique du 10 septembre 2019 qui a donné ouvertement la voie à la convocation de ce dialogue, qui a été précédé dans des consultations multiples, ici comme ailleurs, du côté de la diaspora, qui ont abouti effectivement à ce grand moment historique dans lequel ont convergé l'essentiel des représentants des couches des populations. Et ce qui s'est passé à Yaoundé va demeurer pour longtemps encore historique, et ça a marqué d'une pierre blanche justement un contexte important visant prioritairement à apporter des solutions à la situation qui prévalait ou alors qui prévaut jusque-là dans le nord-ouest et le sud-ouest, et éventuellement d'autres problèmes qui mettent en difficulté le vivre ensemble au Cameroun. Et donc je pense que les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, que vous allez effectivement mettre en perspective ici à travers les commentaires des uns et des autres, confirme à profusion que c'était un moment extrêmement attendu, désiré par les Camerounais, et qui a permis d'aboutir à un état d'esprit qui peut être propice à poursuivre la construction du Cameroun vers des perspectives souhaitables, acceptables, voire des perspectives de construction d'un Cameroun solide à plus ou moins long terme. Parmi les participants à ce grand dialogue national, il y a eu le SDF qui était représenté sur ce plateau avec nous. Jean Takougan, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous êtes ministre du Shadow Cabinet du SDF en charge d'éducation, secrétaire national sur les questions de bilinguisme pour le SDF. Comment avez-vous apprécié la tenue des travaux concernant ce grand dialogue national? Disons que en y allant, nous savions que nous ne voulions pas la perfection, parce que si nous devions regarder les conditions dans lesquelles un dialogue, une négociation se prépare, nous n'y serions pas allés. Nous n'avions pas été associés aux préparations, aux préparatifs. Nous n'avons pas été associés au choix des thèmes. Nous n'avons pas été associés au choix des participants. Donc, on n'a pratiquement pas
été associés. Mais il nous fallait à tout prix être à ce dialogue. Je vous rappelle que le dimanche dernier, vous m'avez demandé, vous avez posé des préalables. On n'a pas accepté vos préalables. Pourquoi vous y allez? Vous avez dit, vous avez demandé la libération des détenus politiques, la libération des détenus qui ont un lien avec la crise anglophone. On ne vous les a pas donné. Pourquoi vous allez? Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit. J'ai dit, si nous restions à la maison, ce n'est pas ça qui va les libérer. Mieux vaut aller au dialogue, nous battre, et peut-être nous allons réussir à prendre une résolution pour demander qu'on les libère. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Parce que si on ne les libère pas avant, on peut les libérer juste après le dialogue. Au-delà de la libération de certains prisonniers, quelles sont les recommandations qui ont le plus attiré votre attention et qui sont susceptibles de pouvoir aller vers la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Non, j'aurais bien voulu dire quelque chose sur cette libération avant Je vous en prie, allez-y. d'aller là-bas. Bon, les gens du MSC ont été libérés, les autres ont été libérés. Je ne sais pas si je dois être vraiment très heureux ou ne pas être très heureux parce que c'est un sentiment un peu bizarre. Parce que je ne sais pas si la justice se fait au nom du peuple camerounais ou ça se fait au nom d'un peuple. Parce que ces libérations nous ont montré qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. C'est vrai que ce que le président a fait est illégal parce qu'il y a un article dans le fonctionnement du tribunal militaire qui donne au président de la République le droit d'arrêter les poursuites. Sauf que à la longue, nous allons être un peu dérangés de nous demander si chaque fois on va arrêter les gens, les mettre en prison. Après un moment, on les sort et nous nous mettons à applaudir. Nous nous rendons compte que nous avons encore un grand problème sur le fonctionnement de l'état de droit. L'état de droit est un état où l'état lui-même est sujet de droit. Nous avons un problème sur l'existence de l'opposition au Cameroun. J'ai toujours dit que l'opposition au Cameroun existe par effraction. Parce que le président de la République avait dit à ses camarades lors d'un congrès, un des rares congrès, vous devez vous préparer à une éventuelle concurrence. Il a bien dit éventuelle. Jusqu'à présent, il semble qu'on attend qu'ils disent à une concurrence effective. Et c'est justement pour ça que le Cameroun est un des rares pays où il n'y a pas le statut de l'opposition. Moi, j'ai l'impression que s'il y avait un statut de l'opposition bien négocié, bien discuté et inclus dans la Constitution, certaines choses ne devraient pas se passer. Mais de toutes les façons, nous sommes très contents de voir que les militants du MS sont dehors, mais il y en a encore en prison. Ils doivent sortir. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres qui sont là, qui ne savent même pas pourquoi ils sont. Parce que j'ai un cousin qui était là, juste parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment ce jour-là, il a été pris. J'espère que, nous parlons de la décrispation, j'espère qu'on va faire sortir tout le monde, comme le président de la République. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et sur les recommandations maintenant? Bon, oui, il y a les recommandations. Et vous comprenez très bien que ce ne sont que des recommandations. Ce ne sont pas des résolutions. Donc rien n'oblige le président de la République à les appliquer. Il est vrai, il a dit qu'il va les appliquer, mais il a dit qu'il va les examiner. Il va les examiner et il va voir ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, et dans le cadre de notre âge, des disponibilités financières de notre pays. Et ça me rappelle toujours la loi de finances. C'est-à-dire que chaque fois que la loi de finances se termine, il y a un article qui dit le président de la République est habilité à modifier cette loi de finances et les autres lois fiscales et utiliser le surplus pour régler les problèmes de l'État. Ça veut dire en français très facile que les députés lui disent que nous avons essayé de répartir cet argent. Mais comme c'était ton argent, nous on te laisse, tu peux encore refaire comme tu veux. Donc encore une fois, nous sortons d'un grand dialogue. Il y a eu des recommandations, non pas des résolutions. Et encore une fois, c'est la même chose, c'est le même article. Il va encore examiner, vérifier et voir ce qu'il peut appliquer
et voir ce qui se va le faire dans le temps. Et quand il dit il va examiner, appliquer et voir dans le temps, ça me fait penser encore à 91 qui donne lieu à une constitution où on dit encore les institutions seront mises en place progressivement. Il faut préciser justement, après vous, il faut préciser que le chef de l'État a déclaré sur son compte officiel Facebook que toutes les recommandations feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de la mise en œuvre, en tenant compte de leurs opportunités, de leur faisabilité, mais aussi dans les capacités du Cameroun. Et parmi les recommandations formulées, il y a ce statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la décentralisation. Sur ce plateau avec nous, Padi Asanga. Bonjour. Good afternoon, and I'm happy to be here. I want to thank the panelists, my first time for meeting Aboya Manasseh of the CPDM party, and Imam Kainga. Jean Takugang is somebody I know. We have been talking behind the scenes. I have a mitigated feeling coming out of this dialogue. Pourquoi vous avez ce sentiment mitigé alors que d'aucuns estiment qu'il y a eu un consensus autour de ce statut spécial proposé pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Comment vous le comprenez, cette proposition? There are people, I think Mr. John Gute has good faith. There are some people in the CPDM who think that they must be there. Before I answer your question, there is an incident that just happened in the hotel where we were lodging. There are two diasporas that came here. You did not see us, when I talk us, at the gala night. Do you know why we did not go there? Pourquoi vous n'êtes pas allé? Because we did not come here to drink, eat and dance. And this diaspora who went to drink, eat and dance, most of them girls, who are girlfriends of people living here in this country, they came for that purpose, eat, drink and dance. They were holding a meeting there. And they said they wanted to form a superior council for the diaspora. I told them, you guys are all liars and impostors. Leave this hall. Someone said he was going to call the police. I said, call the police. You cannot sit here and talk in the name of the diaspora. It is impossible. So there are people in this country who want to sabotage, who don't want to see peace reign. And we have not come from the diaspora to see that masquerade happen. So they almost called the police there. That was another incident that I'm breaking the news right here. So, but I sincerely believe that the Prime Minister has a feeling for what is happening in the North and Southwest region. I've not met him personally, but I think the days ahead, I will go and meet him personally and tell him the truth. We should be able to have informal discussions. The dialogue should continue informally with our brothers and sisters who they call Ambazonians. They are my friends. Que pensez-vous de ce statut spécial que l'on veut accorder aux régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la décentralisation? It is an open door for us, the Anglophone, to put in the content and take what we want. For me, that is an open door to a federation. We are the only people who choose to be Cameroonians. So no other region can say that we want something else. We put the content and define it, how we want to live in the union. If the government is sincere, and I believe, I have an intimate conviction that all of us Anglophones should sit somewhere, even out of this country, to discuss what we are going to put in that statute, because the bleeding is too much. We cannot take it. As we are talking, I saw terrible pictures coming from Pinyin. I cannot believe to the extent that our brothers and sisters have become that way. These are images. So it is time for us Anglophone to put ourselves together and stop the bleeding. There is good faith somewhere, but there are some people in this country, Anglophones, sitting high up there, who don't want this thing to end, because there is the economy of warfare. Il y a ce que vous appelez les marchandaires de la guerre. Ils bénéficient de ça. Et nous n'allons pas accepter ça dans ce pays. Il faut que ça change, Cédric.
Je vous remercie de me mener aujourd'hui ce soir et tous les manigances que les gens sont en train de faire pour que la paix ne revienne pas au nord et au sud-ouest. Nous sommes venus ici là pour dénoncer ça et je demande à mes frères et sœurs qu'on se retrouve quelque part pour avoir des couloirs, ceux qui veulent vivre dans la République, parce qu'on a choisi d'être. Ce statut spécial est uniquement pour les deux régions. Et que les gens ne parlent pas dire il n'y avait pas le marketing board à Douala, il n'y avait pas PowerCam, il n'y avait pas le Cameroon Bank. On est venu ici avec les institutions. Il faut qu'on mette dans ce contenu les institutions qu'on était venu avec. Regardez le Canada en 2006. Le Québec a obtenu un statut particulier. C'est une nation dans un Canada uni. Donc, pour nous, les fédéralistes, nous avons obtenu quelque chose. C'est pour ça que sur ma page, j'ai dit Post-Dialogue Strategy Activated. Okay. And we should talk about that. Thank you. Edmond Kangia, sur ce mécanisme de statut spécial accordé aux régions anglophones et proposé dans le cadre de ce rapport final à transmettre au président de la République, comment l'entrevoyez-vous, un tel statut spécial, après des discussions houleuses entre les défenseurs de la décentralisation et les partisans du fédéralisme durant ce grand dialogue national? D'abord, j'observe avec légitimité la frustration de tous ceux qui ont participé à ce grand dialogue national en défendant la forme de l'État qu'est le fédéralisme. Ils étaient fondés dans leur débat où les discussions étaient fortes à la commission chargée de la décentralisation et du pouvoir local. Et l'expression, la détermination avec laquelle Badi Assanga parle ici montre à suffisance que ce débat était le clou, le nœud de ce débat. Maintenant, sur la proposition qui a été faite, la recommandation sur un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une opportunité. Et comme lui-même, M. Assanga l'a dit, c'est une porte ouverte. Il faut la saisir et lui donner un contenu. Parce que l'essentiel, ce n'est pas la dénomination, c'est le contenu. On peut avoir une large autonomie. C'est possible si on insère ce qui fait problème dans le nord-ouest et le sud-ouest dans ce statut spécial. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est toujours pas tard, à travers la mise en œuvre que je souhaite rapide des recommandations, notamment celles concernant le contenu de ce statut spécial, je pense que la proposition qui avait été faite par le cardinal Christian Toumi, la General Anglophone Conference, peut encore, il n'est pas tard, elle peut encore être instrumentalisée, elle peut être concrétisée. Je dis bien, la General Anglophone Conference peut être la suite du grand dialogue national. Quel serait son intérêt alors que ce dialogue s'est déjà tenu où il y a eu les organisateurs de cette Anglophone General Conference et également d'autres anglophones conviés sur la table du dialogue durant une semaine au Palais des Congrès de Yaoundé? Son intérêt est pratique. Ce serait de faire en sorte que les résolutions qui ont été formulées, notamment en ce qui concerne directement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, trouvent des solutions efficaces, durables et définitives pour qu'il y ait la paix, pour que la paix et la sécurité reviennent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je dis que c'est possible. Parce que dans cet agenda, dans lequel on peut orienter le travail du cardinal Toumi et de ses pairs, ses confrères religieux protestants et musulmans, on peut leur attribuer la tâche d'implémenter les recommandations qui ont été formulées concernant cette large autonomie qu'on voudrait donner au nord-ouest et au sud-ouest et faire en sorte que les problèmes se règlent désormais dans ces régions-là, que ce ne soit plus centralisé. Parce que la forme de la décentralisation que nous avons obtenue à la tripartite et qui malheureusement n'a pas pu être implémentée 23 ans après, nous amène à faire en sorte qu'on ne s'enferme plus. Parce que c'est vrai, le fédéralisme, c'est une forme de l'État et je peux vous le dire, c'est peut-être une opinion personnelle, qui est l'une des meilleures dans le monde pour les grands États. Les États-Unis, l'Allemagne, on voit comment la plupart des États qui ont le fédéralisme sont des grandes nations. Certains vont critiquer le modèle nigérian, mais le Nigeria a été la première économie de l'Afrique, avant que l'Afrique du Sud ne lui retire ce titre-là. Et même le fonctionnement réel dans la pratique de l'Afrique du Sud, elle fonctionne comme un État fédéral, même si elle ne s'appelle pas État fédéral. Donc, pour terminer, M. Noufele, je voudrais dire
on a là une opportunité, il n'est pas tard. Il faut non seulement associer le cardinal Toumi, qui a commencé, dont j'ai vu le côté rassembleur, parce que en d'autres circonstances, si le cardinal Toumi s'était comporté en 2019 comme il l'a été en 91, parce qu'il était plus fougueux en 91. Je me rappelle, il avait même braqué la porte et menacé de partir en 91. Mais cette fois-ci, je l'ai vu rassembler tous les camps. Et ceux qui voulaient la décentralisation, et ceux qui voulaient le fédéralisme, pour que on recherche la paix à tout prix. C'est son expression. Il est parti dans ce dialogue parce qu'il voulait la paix à tout prix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il a choisi, en tout cas, on lui a proposé une commission qu'il a acceptée. Celle du retour des réfugiés, des déplacés, parce que c'est un homme de cœur. Il a mal lorsqu'il voit les personnes déplacées qui souffrent, les réfugiés qui ne sont plus chez elles, les maisons dévastées, détruites, incendiées. Il souhaite vivement que la paix retourne dans ces régions. Et c'est pour cela que je pense à lui pour la mise en œuvre concrète de ces résolutions. Une accélération de la décentralisation avec un statut spécial aux régions anglophones. Aboya Manassé, vous êtes politologue, comment appréciez-vous cette proposition qui vise à trancher le débat entre les défenseurs de l'État unitaire décentralisé et les partisans du système fédéral? Je pense que cette option cadre avec le souhait du discours du chef de l'État qui indiquait que la solution à la situation, au problème dans le nord-ouest et le sud-ouest devait rester conforme à la Constitution. Et il me semble que c'était un verrou qui a structuré effectivement les débats et qui n'a pas laissé cours à un dialogue de sourds sur la forme de l'État qui pouvait dégénérer à une cacophonie généralisée. Et je crois que la plupart des commissionnaires ont convergé vers cette perspective. Vous savez, ce n'est pas la forme de l'État qui fait une nation. Ce n'est pas la forme de l'État qui fait le développement. La forme de l'État vise à structurer un vivre paisible, un vivre conformément aux spécificités. Or, le statut spécial qui a été convoqué, exactement comme en Chine, avec Macao et Hong Kong, vise à reconnaître des spécificités dans l'organisation et le fonctionnement de ces régions, même si le cadre global va rester le cadre d'une région. On appellera ça région, mais le contenu, comme disait Paddy Assanga, devrait épouser des perspectives qui ont été définies notamment dans la commission consacrée au système éducatif et dans la commission consacrée au système judiciaire. Et vous savez que toutes les revendications sont parties de ces deux priorités, les enseignants et les avocats. Et vous savez que la structure sociale dans le système anglo-saxon, c'est les avocats et les enseignants. Et dans une région comme le Nord-Ouest, toute l'élite a été structurée à partir de Bambili. Donc la richesse, la ressource principale du Nord-Ouest, c'est la richesse intellectuelle. Donc il ne faut pas s'amuser. Et c'est pour cela que les enseignants sont très respectés dans le Nord-Ouest et les avocats sont extrêmement respectés dans le Nord-Ouest. Et tous les mouvements de contestation partent toujours de ces deux catégories. Et il me semble que les perspectives mobilisées justement dans le cadre de ce statut spécial va permettre d'implémenter des perspectives querellées par les anglophones concernant leur système judiciaire et également leur système anglo-saxon, parce qu'ils ne veulent pas d'assimilation ou alors ce qu'ils appellent la francophonisation du Cameroun. Donc il me semble que si ce cadre, quelle que soit la forme que cela peut prendre, certains attendaient un État fédéré, mais la région en statut spécial peuvent permettre de juguler cette velléité, cette volonté de mieux s'exprimer dans le cadre de ces préoccupations fondamentales en matière éducative et en matière d'organisation judiciaire. Donc, dans l'éventualité de l'accord de ce statut spécial aux régions anglophones, est-ce qu'il n'y a pas des risques de frustration des autres régions du Cameroun confrontées
à des problèmes infrastructurels assez importants, comme l'extrême nord, dont le problème a été soulevé durant les travaux en commission. Professeur Aboya Manasseh. Oui, vous savez que une boîte à Pandore a été ouverte. J'entendais ici et là que les Bassa voulaient aussi une région. J'entendais également chez moi, on dit que le Mbam veut aussi une région. J'entendais le Noun veut une région. Mais il me semble qu'on ne doit pas créer une fédération des ethnies. On n'en sortira pas. Je crois que les uns et les autres sont allés à ce grand dialogue national sans comprendre l'enjeu principal, sans avoir compris qu'il s'agissait de mettre un terme à ce qui se passe comme perturbation dans le cadre national, au lendemain justement de ce que nous vivons comme décapitation, trouble à l'ordre public, enlèvement, donc des choses que les autres régions ne vivent pas. Oui, la région de l'extrême nord, la région a besoin d'autres choses, pas forcément un statut régional. Les autres régions ont besoin d'autres choses, notamment la survie au ras du sol des populations, c'est-à-dire les problèmes de développement. Je pense que si le Cameroun peut amorcer ses perspectives de développement en tenant des préoccupations au ras du sol des autres composantes sociologiques de l'État, je crois que nous aurons relevé le défi de sortir de ce dialogue-là en dessinant des perspectives qui peut permettre aux politiciens d'avoir un chantier à consolider, parce que quand je vois ce qui va se passer dans le nord-ouest, on ne se présentera pas aux électeurs du nord-ouest et du sud-ouest sans leur proposer des choses qui correspondent à leurs préoccupations, à leur peur quotidienne de voir un État les asphyxier dans leur identité. Parce que j'insiste bien, l'identité ici doit être perçue sur le plan territorial et non forcément sur le plan ethnique. Donc c'est la territorialité de la zone anglophone qui doit bénéficier de ce statut-là. Ils ont également insisté sur la préservation du système éducatif avec la préservation du sous-système éducatif anglophone et la persistance du système bijuridique qui prend en compte les spécificités de la common law et du droit germanique. Alors avec vous, Jean Takougan, sur cette proposition, statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où plusieurs participants anglophones et même francophones sollicitaient la mise en place d'un fédéralisme, et en face, ils avaient les tenants du pouvoir qui ont estimé que la décentralisation peut encore régler les problèmes des Camerounais. Comment appréciez-vous la proposition qui a été formulée dans le rapport final du Grand Dialogue National? Je vais dire que les propositions qui ont été formulées m'ont beaucoup plu, tout simplement dès le départ, parce que ça a consacré la défaite de l'extrême droite fasciste du RDPC, qui disait il n'y a pas de problème anglophone, on va négocier avec qui? Est-ce qu'on négocie avec les terroristes? On ne parlera même pas de fédéralisme. Ce dialogue n'aura même pas lieu. Enfin, ça a eu lieu. C'est déjà une victoire. Donc, j'espère que prochainement, l'extrême droite fasciste du RDPC saura comment prendre les choses en arrondissant les angles. Ce que je voulais dire est que nous voulions rester dans le cadre de notre constitution. C'est bien. J'ai entendu parler du Cameroun un et indivisible. Nous avons pris, comme la France, une et indivisible. En France, par exemple, quand on dit que la France est une et indivisible, en premier lieu, cela veut dire que la loi est la même sur toute l'étendue du territoire, que ce soit métropolitain ou dans les dom-toms. Bon, maintenant, nous aurons un statut particulier pour le nord-ouest et pour le sud-ouest. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'il y aura certaines lois qui seront appliquées ici et qui ne seront pas appliquées là-bas. Est-ce que nous restons encore dans ce qu'on appelle indivisibilité? Je ne pense pas au professeur Aboya parce que beaucoup de gens, lui, ne comprennent ce que je veux dire. Parce que beaucoup de gens croient que l'indivisibilité, c'est-à-dire qu'on a coupé le Cameroun en morceaux, etc. Ce n'est pas nécessairement ça. De deux, je suis très content. Lorsqu'on a le système anglo-saxon, ça doit rester. Le système de la common law va rester. Ça veut dire que nous avons accepté le fédéralisme éducatif.
Nous avons accepté le fédéralisme judiciaire ou juridique, et puis nous n'avons pas le courage de parler de fédéralisme politique. Or, qu'est-ce qu'on mettra dans dans le statut particulier? Je vous rappelle que le Québec, qui est une des 13 provinces du Canada, a un premier ministre, a un parlement, a une organisation administrative et politique qui est différente de l'autre. Est-ce que c'est ça qu'on va mettre dans le statut particulier? Moi, je crois que c'est ça. Bon, si c'est ça qu'on met dans le statut particulier, appelons ça même déconcentration, appelons ça même centralisation, mais nous comprenons que ce qui effraie les gens, c'est le mot fédéralisme. Parce qu'à chaque fois que vous parlez avec des gens, même avec certains intellectuels manipulateurs qui sont des amis du prof Aboya, ils te font comprendre que lorsqu'on parle du fédéralisme, c'est que le pays est morcelé. À chaque fois qu'on parle du fédéralisme, ils pensent à la sécession et ils disent au quartier que voilà les gens qui veulent morceler le pays. Le SDF est fédéraliste depuis. M. Aboya nous connaît très bien. Nous ne pouvons pour rien au monde accepter la sécession. Le Tchèma a été enlevé plusieurs fois pour cela. Il est revenu. Il était malade. Il était aux États-Unis, il était en Inde pour se faire soigner. Il est rentré ici pour ce dialogue. Il est rentré ici parce que pour nous, nous étions préparés à aller jusqu'au bout. Maintenant, comme nous sommes venus pour préparer le retour à la paix dans le Nord-Ouest, et j'ai lu partout qu'il y a eu succès, je suis d'accord, mais il y a eu un objectif. L'objectif, c'est la paix. Bon, ce n'est pas à nous qu'il faut demander si les objectifs ont été atteints. C'est le président de la République qui va nous dire si les objectifs ont été atteints. C'est-à-dire que si d'ici demain, c'est lundi, nous trouvons que la paix est revenue dans le Nord-Ouest, etc., nous, on sait que la paix est arrivée. Si la paix n'arrive pas demain, je dis comme je vous avais dit la dernière fois, que j'ai toujours dit que une bonne négociation est comme une bonne diplomatie. Elle peut être ouverte, elle peut être discrète, elle peut être secrète, elle peut même être occulte. Donc c'est pour ça que je suis un peu d'accord, je crois, avec Paddy qui disait que, je ne sais pas, non, vous, Edmond disait que la négociation peut continuer avec le cardinal. Parce que moi, je suis d'accord que les gens sur lesquels on tire en brousse là, moi je suis d'accord que l'État passe à la négociation, diplomatie secrète, même occulte. Et jusqu'à ce qu'à la fin, que tout ce qu'on a fait au Palais des Congrès n'ait pas été fait pour rien. Dans le cadre de ce statut spécial, il y a également une proposition qui a été faite, celle de la suppression des postes de délégués du gouvernement dans les collectivités territoriales décentralisées. Pour vous, c'est un enjeu important? Ça existait déjà. L'article 55 de la Constitution disait que les collectivités territoriales décentralisées sont administrées par des exécutifs élus. Quand on disait exécutif élu, c'était quoi? Le vrai problème est que le délégué du gouvernement n'a jamais été élu. Donc on ne sait pas comment il est entré par effraction dans les exécutifs de la communauté territoriale décentralisée qui est la commune. Parce que la Constitution dit qu'il y a deux collectivités territoriales décentralisées, la commune et la région. On a enlevé le département. En France, le département fait aussi partie d'une collectivité territoriale décentralisée. Donc c'est quelque chose qui aurait dû disparaître depuis. Ça aurait dû disparaître depuis. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas un enjeu, c'est seulement une application même de ce qui existait déjà. Alors, sur ce statut spécial, Paddy Assanga, quel est le contenu que vous souhaitez voir être introduit dans ce système de gouvernance publique à venir, qui donnerait plus d'autonomie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui donnerait plus de pouvoir aux populations de décider elles-mêmes de leur politique de développement local? Yes, Cedric, this is a question that has, sorry, my voice is not very good, that has preoccupied us for a very long time. And we, the Abakwa people, we are very uncomfortable when we come to Yaoundé to make papers. We want to elect our governors. We don't want Enam. All these people who come from Enam and come and pounce on us, they call them chefs and all that, distributing lands to people without respecting our culture. We don't want them. We want our House of Chiefs back. These are institutions that we brought into this union. Why did they disappear?
My brothers and sisters are angry because we want this thing. They are dying because of this. But some people, Anglophones are their own problem. That's why I support the idea that the General Anglophone Conference should continue. And then we should go to informal dialogue with my brothers and sisters who are sitting in the diaspora. These are people who can be reasonable. These boys in the bushes are our brothers. We can call them, we sit somewhere, and then we come out with the content of what we want in this union. That is why when I talk of post-dialogue strategy, people don't understand what I'm saying. But, you know, when we are dealing with people, Jacobins like my friend sitting behind me, you have to be very tactful. You have to take them head on. Tick or tack, tick or tack. If not, my brothers and sisters will keep dying. I'm telling them that anybody who is dying now is dying for nothing. Nobody should take a bullet. It is time for us to re-strategize and put something in that content to make sure that we get the maximum out of what we can get, because this government is going to crumble. It is on its knees, and we are bent on making sure that peace reigns and then there is no bloodshed. Those people who want to sabotage this, what Mr. John Gute is a good man. I have that intimate conviction. He feels the pain of those people and he's doing everything. But there are some people in this government, and I don't want to call their names now, I will say it when the time comes, who are responsible. They're out to sabotage these things because they are making a lot of money from what is happening in the north and southwest region. I did not come from the diaspora here to drink, eat and dance. I did not come here to watch people's girlfriend parade the place with high heel shoes and plastic nails and hairs. I will not take the taxpayers' money to come and sit here and watch that thing. Let us Anglophones sit, rally behind the cardinal, rally behind our dignitaries, and pregnant that content. Get it pregnant with something that will be acceptable to us. That's what I'm saying. Parmi les propositions qui ont été évoquées à l'ouverture du grand dialogue national, il y a celle du sultan Ibrahim Mbonjoya, roi des Bamoun, membre du bureau politique du RDPC, Edmond Kamga, qui a surpris tout le monde. Il est allé au-delà de la question anglophone pour poser un problème relatif à l'alternance au sommet de l'État, relatif également à la révision de la Constitution avec des propositions visant à réduire le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, une élection présidentielle à 2 tours, une réforme du système et du code électoral. Comment apprécier une telle sortie en pleine ouverture du grand dialogue national pour régler les problèmes concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest? La sortie du sultan Mbonjoya n'est pas anodine, pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons liées à son appartenance au RDPC, le parti au pouvoir, où il occupe une place de premier rang. Pas seulement parce qu'il est sénateur, mais surtout parce qu'il est membre du bureau politique, c'est-à-dire l'instance qui décide au sein du RDPC. Et sa proximité avec le chef de l'État, qui est également le président national du RDPC. On ne peut pas imaginer que Mbonjoya puisse prendre la parole, susciter une réflexion sur une thématique comme celle qu'il a déroulée sans que le chef de l'État ne soit au courant. On ne peut pas l'imaginer. À un moment comme celui-ci, dans le contexte actuel, c'est dit qu'en réalité, le fond de ce qu'il a proposé, ce sont les problèmes, en réalité, que la société civile et les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, posent tout le temps, et qui n'étaient pas officiellement prévus par le grand dialogue national. Donc, en réalité, il a dit ce que les autres pensaient dire, et qui n'ont pas eu l'occasion de le dire, parce que l'ordre du jour ne l'avait pas prévu. Cela signifie quoi? Quand il parle de l'alternance comme un point majeur, certains parlent de transition. C'est une question de sémantique. Il y en a qui parlent d'alternance, d'autres qui parlent de transition. Ensuite, il dit, comme mandat présidentiel, le retour au quinquennat. Un mandat, le président serait réélu une seule fois. En réalité, c'est ce que l'opposition a proposé en 91 à la tripartite, dans la constitution du Front des Alliés pour le changement. C'est-à-dire l'opposition qui est restée jusqu'à la fin avait proposé un projet de constitution prévoyant un quinquennat, mandat rééligible une seule fois. Mais ce sont les contingences et les tractations qui ont fait en sorte que la constitution du 18 janvier 1996 soit modifiée en termes de mandat, mais que l'essentiel reste. L'opposition avait proposé quinquennat renouvelable une seule fois, mais la constitution est sortie à travers un compromis, un consensus, 7 ans. Rééligible une seule fois. Donc il revient
sur une proposition que l'opposition avait déjà formulée, mais qui malheureusement avait été déverrouillée par son ami, le président Paul Biya, en 2008. Ben, nous espérons que cette fois-ci, le contexte dans lequel cela se déroule, et l'on voit très bien, quand on voit l'âge du chef de l'État, on voit comment autour du chef de l'État, des gens s'agitent dans la guerre de succession. C'est une question majeure sur laquelle, il me semble, cela doit susciter une grave réflexion. Donc, en fait, le sultan Bombo Dia pose un problème qui est à l'ordre du jour et qui doit susciter la réflexion, puisque le quinquennat, et même, il y a la question du scrutin, du système électoral, code électoral. En fait, ce qu'il ne dit pas dans le code électoral, c'est la possibilité de retourner à une préoccupation de l'opposition depuis les années de Blaise. C'est-à-dire un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est ça qu'il n'a pas dit. Mais cela signifie qu'il faut mettre tout sur la table. Il a évoqué dans son discours une élection présidentielle à deux tours. Et le Premier ministre qui a achevé ce grand dialogue national avec la libération de 333 prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone dont les affaires étaient pendantes devant les tribunaux militaires. Le chef de l'État qui, lui, estime que toutes les recommandations feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise en œuvre. Edmond Kambia, sur le rôle que le chef du gouvernement a joué dans ce grand dialogue national où les principaux acteurs, leaders d'opinion ont été conviés, ont participé aux travaux, ont formulé des recommandations. Comment appréciez-vous son rôle et sa responsabilité dans la suite de la mise en œuvre de ces recommandations-là? D'abord, il faut dire qu'il a joué son rôle. Il a été désigné par le chef de l'État, par le président de la République pour présider cette rencontre. Il y a eu, certes, des préalables qui étaient importants de l'opposition, qui estimait qu'il ne peut pas être le président d'un tel dialogue puisqu'il serait juge et parti, puisqu'il est également cadre militant du RDPC. Et ce préalable-là était important et légitime. Si certains partis de l'opposition avaient mis à exécution, avaient estimé que si ce point de préalable est important et nécessite que nous n'y allons pas, ils seraient partis, ils auraient claqué la porte. Donc, ceux des partis politiques qui sont restés malgré le fait que ce préalable n'ait pas été respecté, ont, à leur niveau, voulu donner une chance à ce dialogue. Et puis, on a vu comment la répartition a été faite au niveau des commissions. Le président, le Premier ministre, a eu comme premier vice-président un prélat. Le président actuel de la conférence épiscopale nationale. Sauf que, quand il faut prendre les décisions, il n'a pas voix au chapitre. Le vice-président ne décide de rien. Il ne décide de rien. C'était juste une configuration pour donner l'impression qu'il y a un souci d'associer les autres à la décision. Maintenant, quel rôle peut-il jouer dans la suite? J'estime que son rôle est terminé. Maintenant, c'est d'autres acteurs qui doivent prendre le relais et lui rendre compte, tout simplement. C'est d'autres acteurs, notamment les acteurs de la société civile et également des formations politiques. Donc, société civile et partis politiques qui doivent travailler en étroite collaboration avec ce que j'ai appelé la concrétisation de la conférence générale anglophone dans la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées. Pourquoi? Parce que il faut aujourd'hui et maintenant envisager des négociations directes ou indirectes avec les représentants des groupes armés qui n'ont pas pu assister à ce grand dialogue national. C'est maintenant, parce qu'ils n'ont pas pu venir, parce que les garanties n'étaient pas suffisantes, qu'il faut les associer. Et c'est pour cela que je pense que dans le cadre des négociations futures, dans le post-dialogue, il faut discuter avec les acteurs directs, les représentants des groupes armés. Il faut discuter avec une certaine diaspora qui n'a pas pu venir, faute de garantie. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose qui manque. Nous souhaitons que début novembre, que à la session parlementaire prochaine, que le gouvernement puisse préparer un projet de loi qui vise l'amnistie générale pour que ceux qui n'ont pas pu participer à ce dialogue participent aux négociations qui permettraient d'obtenir la paix que tout le monde recherche dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans cette perspective, la secrétaire générale de la francophonie invite les parties prenantes camerounaises, y compris les groupes armés, à saisir ce moment important de l'histoire du Cameroun pour démontrer à travers des actes concrets leur réelle participation à cet effort de pacification du Cameroun et ce faisant leur attachement aux valeurs de paix et de concorde nationale chères au pays. Quand vous suivez cette position de la francophonie concernant
ce grand dialogue national et s'adressant à ces groupes armés et toutes les parties prenantes dans la crise anglophone. Professeur Aboya Manasseh, comment entrevoyez-vous la mise en œuvre de ces recommandations qui ont été adressées au président de la République du Cameroun? C'est l'issue souhaitée, c'est-à-dire que parvenir à un apaisement de toutes les parties prenantes, de toutes les parties en conflit, parce qu'un pays ne peut pas se construire sans un minimum de convergence. Il ne s'agissait pas d'aller au dialogue pour faire prévaloir une voix personnelle. Donc c'est pour cela que la décision du vice-président qu'a évoqué Edmond, ce n'était pas ça l'objectif, qu'il vienne faire prévaloir sa décision. Il n'était pas là pour prendre des décisions, mais pour s'associer à la prise de recommandations, aux suggestions à formuler. C'était un cadre qui permettait aux uns et aux autres de se parler, de se regarder dans les yeux, et ensuite de pouvoir s'embrasser et envisager une perspective de vie commune. Et je pense que l'état d'esprit au sortir de ce dialogue-là est un état d'esprit qui présage ce que le communiqué de Madame la secrétaire générale de la francophonie indique à profusion. Donc c'est le but recherché par ces assises. Ces assises visaient justement à décrisper, à exorciser les éventuelles pesanteurs qui pèsent sur l'engagement des uns et des autres à construire un Cameroun viable. Et donc, au sortir de ce grand rassemblement, les différents états-majors, voire les différents représentants de grandes catégories sociales qui ont pris part, doivent rendre compte d'abord à leurs mandataires, doivent rendre compte à la base de ce qui se serait décidé ou alors suggéré à Yaoundé. Et non de commencer déjà à se positionner en institution comme celle que dénonce Padi Assanga, sans avoir rendu compte à leurs mandataires de la diaspora. Il faut que les uns et les autres soient au courant, par la bouche, des groupes cibles qui ont été choisis, de ce qui s'est passé, et envisager justement de changer un état d'esprit qui doit aller en dissociant le combat politique avec la haine tribale, avec la violence, avec les violations des droits de l'homme, les violations des dignités des uns et des autres, parce que tout ça, ça contribue à alimenter les radicalismes. Or, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse déradicaliser l'état d'esprit des uns et des autres, état d'esprit qui était en vigueur avant la tenue de ce grand rassemblement. Jean Takougan, sur le rôle du président de la République du Cameroun, aujourd'hui que ce grand dialogue est terminé, il parle d'un examen attentif et diligent des recommandations en vue de leur mise en œuvre. Quel rôle doit-il jouer pour aller vers une décrispation totale du climat socio-politique au Cameroun? Le rôle est que, son rôle, ce qu'on attend maintenant, parce que ça dépend de lui, dans les prochains jours, c'est de libérer les autres. J'ai aussi mon propre dialogue national que je mène depuis 3 ans. Il y a Lévis Ngob-Aza, Avo Fefomuso, Niveau Lefo, Afou, 3 lycéens qui purgent 10 ans de prison depuis 3 ans, tout simplement parce qu'ils ont reçu un SMS parlant de Boko Haram. Or, lorsque je me suis trouvé au palais des congrès l'autre jour, lorsque j'ai vu l'accueil qui était fait aux ex-combattants, je me suis demandé pourquoi ces enfants qui n'ont jamais tué personne, qui n'ont jamais été les bandits de la route, qui n'ont reçu qu'un SMS, ne doivent pas être libérés. Je pense qu'on demande aux autres de déposer les armes et leurs machettes. Et comme ils ont reçu un SMS dans leur téléphone, est-ce qu'ils doivent déposer leur téléphone? Ok, si c'est ça, ils ont déjà déposé. Qu'ils soient libérés. Donc, le président de la République doit continuer à décrisper l'atmosphère politique et tout, en libérant les autres qui sont, les gens du MRC qui sont encore en prison, les gens de la crise anglophone qui sont encore en prison, et puis, le plus rapidement possible, commencer à mettre à exécution j'ai failli dire les résolutions, mais je dis les recommandations, parce que c'est le terme qui a été choisi, et le contenu n'est pas anodin, qu'il essaie le plus rapidement possible de mettre en exécution ces résolutions-là. Et comme nous voulons à tout prix qu'il y ait la paix dans le nord et dans le sud-ouest, s'il y a les gens, les Amba Boys qui ne sont pas contents, le président de la République a commencé quelque chose et il a dit que son objectif est la paix dans le nord et dans le sud-ouest. Il ne doit pas s'arrêter ici.
j'ai dit et je redis que la négociation peut être ouverte, mais elle peut être discrète, secrète et même occulte. C'est bien compris. Padi Asanga, quelles sont vos attentes vis-à-vis du président de la République du Cameroun après ce grand dialogue national? I don't know what an Abaka boy like Mancho BBC is still doing in prison. He never shot a gun at anybody. Why is Ngalim in prison? I'll be going the following days to meet them, visit them, and talk to them. They are our brothers. They should be out. These are people who can help to appease the situation. They should not be there. I know that there is a certain government delegate who is Ngalim's prison. Ngalim is his prisoner, and there's a certain minister who Mancho BBC is his prisoner. These are the people who don't want that situation to end because they are politically dead in both regions. That is what we are expecting. They should release these people. These are people who have the ideas. The Amber boys are coming home and they are receiving them. What is Mancho doing in prison? For goodness sake. Where are we heading to? And you want me to come and sit here and be clapping? What are you people talking about? They should release Mancho, release Ngalim, our Thomas Penterens, all those people who were arrested at least before the declaration of independence, and then we go and converge somewhere and start talking. Merci Padi Asanga d'avoir participé à cette émission. Merci également au professeur Aboya Manassé d'avoir participé à ce débat. Merci à vous Jean Takougan et Edmond Kamga d'avoir participé à ce débat, ce droit de réponse. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle était diffusée et réalisée en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.